les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Palais de l'éducation sur laboratoire d'analyse des questions éducatives pour le développement de nos communautés. Le thème qui nous intéresse cet après-midi est le suivant: ce qu'il faut comprendre de l'orientation scolaire. Madame Adjara Seydou, coach en développement et en orientation surtout scolaire. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je m'en vais bien et je vais vous poser une question par rapport à votre statut professionnel. C'est vous qui allez maintenant donner les détails sur votre personne. Merci. Je vous en prie. La parole. Je m'appelle Seydou Adjara, je suis représentant pays OTC Togo. Oui, voilà. Je suis également coach scolaire et ma formation de base est les GRH, gestion des ressources humaines, ce qui me permet de faire ma passion d'orientation scolaire. D'accord, vous avez beaucoup de casquettes. Monsieur Henri Sossou, président de l'International Model Diplomate for Integrated Development Togo, en abrégé NDID Togo. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, bonjour. Bonjour, comment va votre association? Ah, tout se porte à merveille. Et aujourd'hui, nous savons ce qui nous intéresse plus à votre niveau, c'est que vous organisez dans les jours à venir une conférence sur l'orientation. Et monsieur, dites-nous qu'est-ce qui sera au menu de cette formation, de cette conférence. D'accord. La formation, en fait, ce n'est pas vraiment une formation, il s'agit d'un programme. Un programme orientation scolaire, ce qui va permettre aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir s'orienter, d'aller vers les filières qui leur sont, disons, favorables ou qui leur seront favorables. Donc, ce que ça va contenir, sachez qu'il y aura d'abord une conférence sur l'éducation, sur l'orientation, afin de leur faire comprendre ce que c'est que l'orientation. Et puis ensuite, on aura à les étudier, à discuter à chaque fois avec eux, afin de savoir vraiment ce qu'ils font, ce qu'ils vont vouloir faire dans la vie. Voilà un peu. D'accord, donc avec tout ce programme que vous avez, j'espère que les téléspectateurs qui nous regardent actuellement auront vraiment une forte envie de pouvoir venir s'inscrire et bénéficier de cette formation, de ce programme, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment une formation, mais c'est un programme. Donc, Madame Seydou, à l'école, on nous a appris que s'orienter, c'est rechercher les 4 points cardinaux. Ici, l'orientation scolaire, c'est quoi? Donc, Madame. L'orientation scolaire, c'est trouver sa voie professionnelle. C'est aussi trouver les 4 points cardinaux, mais de sa profession, de son avenir. C'est aussi trouver son chemin de vie. Oui. Je peux dire en simple. Ou je peux dire aussi que l'orienter ou bien orienter une personne, c'est amener cette personne-là à choisir la série ou la filière qui match avec sa personnalité. D'accord. Et monsieur Sossou, l'orientation scolaire, c'est quoi? Ok. Je vais juste aller un tout petit peu plus profond en parlant d'abord tout simplement de l'orientation, tout court. L'orientation, au fait, c'est la capacité à se retrouver dans un espace ou dans un environnement selon la manière, c'est-à-dire la position d'un point précis. Voilà. Et maintenant, parlant d'orientation scolaire, nous allons maintenant cadrer cette définition-là par rapport à l'étudiant, à l'élève. L'orientation scolaire, c'est le fait de proposer à un élève ou à un étudiant un suivi, un parcours, selon ce qu'il aime et selon ce qu'il veut et il a envie de faire.
Voilà un peu ce que c'est que l'orientation scolaire. D'après vous, madame, et comment peut-on s'orienter en tant qu'apprenant? En tant qu'apprenant, pour s'orienter, il faut d'abord se connaître soi-même. Oui. Il faut connaître soi-même, savoir avoir l'idée sur la profession qu'on aimerait exercer. Oui. D'abord, se connaître, c'est se poser des questions. Qui on est? Est-ce qu'on supporte la pression? Est-ce qu'on est capable de travailler en équipe ou pas? Savoir si on est quelqu'un qui maîtrise les sciences ou la littérature. Parce que tout le monde n'est pas fait pour la science. Je peux me tromper, mais il y a ceux qui sont beaucoup plus doués pour la science et d'autres beaucoup plus pour la littérature. Donc, quelqu'un qui est par exemple beaucoup plus doué pour la littérature et qui se retrouve en sciences, vous voyez qu'il va faire un parcours un peu lent. Donc, se connaître soi, savoir si nous sommes plus scientifiques ou littéraires. Et aussi connaître l'idée sur la profession qu'il veut faire. Et là, il faut vraiment que l'étudiant ou l'élève aille à l'information. Parce que quand on a l'idée de ce qu'on veut devenir ou on aimerait devenir, c'est plus simple de s'orienter. C'est plus simple de voir tel parcours. Par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir médecin, il sait forcément que pour être médecin, il doit faire la maths, la SVT, sciences physiques. Donc, il ne va pas aller s'inscrire en A4, qui est littéraire. Voilà, c'est ce genre de... l'une des critères, c'est se connaître. Et aussi, il faut que les parents accompagnent les enfants dans ce domaine-là, dans le domaine de connaissance de l'enfant. Il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il aime, qui est-il, sa personnalité en fait. Il y a des travaux qui matchent avec la personne. Par exemple, pour une personne qui est timide, quand la personne choisit par exemple, le métier de la technologie, développeur d'applications, développeur de sites, il est seul dans son coin et il travaille. Ça match avec sa personnalité qui est une personne inclusive. Et une personne extravertie, et le travail de gérage par exemple, ou gestionnaire, je sais pas, gérage, ça lui permet d'être en contact perpétuel avec des gens. Donc ça lui permet d'être épanoui parce que c'est sa personnalité, il est à l'aise avec ça. Voilà, c'est ça. Connaître sa personnalité, avoir l'idée de ce qu'on aimerait faire et aussi tenir compte de ses moyens. Il faut aussi tenir compte de ses moyens financiers, matériels. Oui, chers téléspectateurs, connaître, voilà, je vais citer pour moi ce que j'ai retenu. Il faut que vous connaissiez votre personnalité, avoir l'idée de ce que vous voulez faire et madame, tenir compte de ses moyens parce qu'il y a question de moyens. Ah, si je veux devenir médecin, il faut que je sache que je dois vraiment emmagasiner d'argent pour pouvoir faire ce long parcours. Ouais, tout parcours est long quand même, mais ce que je dis, il faut, avant que je ne sois médecin, il me faut 8 années ou bien 9 bonnes années d'éducation, de formation pour le devenir. Voilà, c'est pourquoi je dis ce long parcours. Par contre, pour devenir DRH, comme madame venait de le dire, au moins 3 ans, tu peux quand même t'en sortir pour commencer et puis avec le temps, tu peux poursuivre avec d'autres diplômes. Merci. Et monsieur Henri, oui, vous devez aussi placer un mot par rapport à comment un élève peut s'orienter. Merci. Voilà un peu. Je crois que madame a tout dit, mais moi je vais insister juste sur un point. La première des choses, c'est aller à l'information. C'est la première des choses, aller à l'information. Savoir vraiment d'abord, je veux devenir tant, mon rêve c'est ceci, mais il faut vraiment que l'on s'approprie ce rêve-là. On aille savoir vraiment dans quel projet on doit se mettre, dans quelle direction on doit avancer afin de pouvoir atteindre ce rêve-là. Donc, le conseil ici, c'est vraiment d'aller à l'information, de d'abord consulter toutes les possibilités. De d'abord consulter toutes les possibilités, tout ce qu'il y a à savoir et à faire par rapport au domaine qu'on veut faire et vraiment savoir si est-ce qu'on a la capacité de le faire. Ça aussi, c'est quand même assez important de savoir si vraiment on est capable
d'aller dans ce sens-là, d'aller vers le métier qu'on désire faire. Et si c'est réaliste, parce que on peut beau faire des rêves, on peut beau se demander, voilà, je veux devenir pilote, c'est d'abord un état d'esprit. Donc, l'état d'esprit et la recherche de l'information. D'accord. Nous savons donc que les cieux nous exaucent. Nous allons demander à Albert, le technicien, de nous jouer ce morceau de John et Gifty pour adresser le message au Tout-Puissant. Merci bien. Jesus, me fue sebe, chipole, coñese, me fue sebe, ma botola le coñese lo, veya do tiname, veya do nyefe do da tinamo, me fue sebe, chipole, coñese, veya do tina, veya do nyefu que tinamo. Ma botola madasile nuyo mano tesensie yeho la madasile nuyo beya do wonti na me beya do nyebe do da wonti na mo me kwesebe tipole konyese beya do wonti na beya do wonti na mo. La technique, nous disons merci aussi à ce beau couple John et Gifty qui nous chantaient à l'instant. Les cieux exaucent nos prières et nous savons que c'est le lieu pour les parents d'élèves et les élèves, les apprenants, les étudiants que leur prière, parce que peut-être ils sont à la maison, ils se disent comment je vais faire pour pouvoir démarrer mon année académique, comment je vais faire pour pouvoir faire une telle série, une telle filière, un tel département. Voici, c'est le lieu, c'est le rendez-vous de l'éducation. Et Madame Seydou est là, Monsieur Soussou est là. Donc, Monsieur, je vais d'abord m'adresser à Madame, parce qu'on dit les femmes d'abord. Et voilà, nous venons d'écouter, de regarder bien sûr une vidéo qui parle de la prière que nous adressons, parce que tout ce que nous faisons ici, c'est des prières que nous adressons au Tout-Puissant pour que quelqu'un à la maison puisse vraiment avoir une solution à ces problèmes à travers les discussions que nous menons autour de ce plateau, n'est-ce pas, madame? Oui, bien sûr. Tout ce qu'on fait, il faut d'abord mettre le bon Dieu à l'avant. Sans lui, en tout cas, on ne peut rien, on n'est rien d'abord. Et moi, je disais, c'est Dieu qui est l'essence, en fait. Voilà, c'est Dieu qui est l'essence. Et dire
avec tout ce qu'on dit, c'est vrai, il faut s'orienter, mais il faut que Dieu nous donne le discernement. Oui. Le discernement de se dire à nous-mêmes qu'on a besoin. En fait, le mot m'échappe, mais bon. Et le discernement de savoir qu'il faut m'orienter. Oui. Il faut que je fasse, il faut que je me lève pour faire ceci et Dieu te pousse. Ouais. Oui. Et aussi, en fait, pour moi, c'est difficile de concevoir qu'une personne puisse être là, faire des choses sans mettre Dieu au centre. Sans mettre Dieu au centre. Voilà. Dieu est la base de tout. Et qu'il faut être vraiment croyant. Il faut avoir la foi. C'est très important. Pas plus que ce matin, je disais à une amie, je lui disais, elle faisait face à une situation. Et je lui dis, en fait, quand tu as la foi, juste une personne peut sortir de nulle part, venir t'ouvrir la porte. C'est pas cette personne, mais c'est le bon Dieu qui lui a envoyé. Donc, il faut croire, il faut avoir la foi, il faut prier surtout. C'est très important. Prier, 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 parce que même le fait de sortir de la maison et revenir en bonne santé, c'est déjà grand. Merci, madame et monsieur Soussou. Les cieux nous exaucent. Bien sûr. Cette chanson, moi, je l'ai beaucoup aimée. J'apprécie vraiment tout ce qui a été dit. Et c'est vrai, il faut se donner à Dieu. Il faut mettre Dieu au centre. D'abord, il vous a donné la vie. Ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. Et vraiment, si nous voulons atteindre ce but, nous nous confions d'abord à lui. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, nous devons le mettre en avant. À chaque réunion, à chaque événement, toute préparation que nous faisons toujours une minute de méditation afin de mettre Dieu au centre. On le remercie pour nous avoir rassemblés tous là, sains et saufs. Et même aujourd'hui encore à cette émission, nous le remercions parce que nous sommes là. Personne n'est venu, ou bien on n'a pas appris l'accident d'une personne, dont nous remercions vraiment pour cela. Et je crois que tous ceux qui nous suivent actuellement doivent mettre vraiment Dieu en avant afin que leur projet réussisse, peu importe le projet, peu importe la pensée qu'il a. Merci. D'accord. Et donc, chers téléspectateurs, nous espérons, nous croyons fermement que les cieux nous exaucent. Et toi, élève, toi, apprenant, toi, étudiant, qui est en embarras de choix pour rentrer au lycée, au collège et au campus, à l'université, dis-toi que c'est le lieu pour toi de bien suivre, de bien suivre les conseils que les acteurs de l'éducation auront à donner sur ce plateau pour que tu puisses trouver ton repère, parce que c'est un laboratoire d'analyse pour vous, les élèves, apprenants, étudiants, même et pour les enseignants, parce qu'ils viennent, ils disent beaucoup de choses, ils donnent beaucoup de choses ici, et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Je vous rappelle encore une fois le thème qui fait l'objet de nos discussions cet après-midi, ce mercredi bien sûr, et ce qu'il faut comprendre de l'orientation scolaire. Donc, je vais m'adresser encore une fois à madame. L'orientation sur le plan scolaire est-elle importante? Oui, je dirais même plus qu'importante. Parce que vous êtes d'accord avec moi que pour aller quelque part, il faut une direction. Voilà. Et donc, si on n'a pas de direction, bon, on ne va nulle part. Donc, c'est pourquoi à l'école, il faut s'orienter. C'est déjà bien. Déjà au collège, en 6e, commencer à avoir l'idée, et ça c'est plus côté des parents, à avoir l'idée de ce qu'on aimerait faire, ce que l'enfant aimerait faire. Parce que quand l'enfant est déjà petit, il y a des signes. Il y a certains enfants qui aiment beaucoup les fils électriques. Oui. Donc, cet enfant, s'il est bien accompagné, il fera la technique par exemple. Il pourrait être un grand électricien. La société, c'est les électriciens qui, la majorité, ce sont les électriciens qui travaillent là-bas. Voilà, c'est juste un exemple. Juste pour vous montrer que c'est bien de s'orienter. Je reviens aussi avec l'exemple de la personne qui est fort en maths, mais qui va s'inscrire en A4. Oui. Vous voyez que, disons un gâchis, c'est un gâchis de talent. Oui. Parce qu'avec sa connaissance ou bien sa maîtrise de la maths, il a appelé à faire beaucoup de choses plus grandes.
il est appelé parmi des grands scientifiques. Mais du fait qu'il s'est mal orienté, il s'est retrouvé en A4. Non seulement il aura des difficultés à pouvoir peut-être dépasser le lycée comme les autres, il pourrait prendre du temps parce qu'il lui faut maîtriser certaines matières et les matières fondamentales de la A4 que lui n'a pas les compétences, il n'a pas la capacité de le faire. Donc si lui il ne s'est pas bien orienté, vous voyez que comme j'ai dit, son devenir c'est compliqué. Parce qu'à la fin, lorsqu'il aura son bac, par exemple, bac A4, c'est là où il va se rendre compte qu'il ne peut pas faire l'agronomie, il ne peut pas faire la médecine, il ne peut pas. Et il y a aussi les règles que certains mènent. Ils se disent, je vais faire la série D pour que, en terminant, lorsque j'aurai mon bac, j'aurai le temps de choisir ce que je vais faire parce que la série D ouvre beaucoup de portes. C'est un faux problème en fait. C'est pas parce que vous vous dites avoir le temps à la fin de l'examen du bac que vous aurez le temps vraiment. Et ça ne veut pas dire que en fait vous faites la série D et vous sortez avec 9, 10 de moyens ou 11. Vous ne pouvez pas aller partout. Il y a par exemple la médecine, minimum c'est 12. Quand il n'y a pas trop de candidats, on prend 12 de moyenne. Bon, celui qui a pris le choix parce qu'il ne sait pas quoi faire en attendant d'avoir le bac et regarder les possibilités qui sont là, il est déjà limité. Il se limite à faire des facultés. Et c'est pas tout le monde qui s'en sort en ces facultés. Donc, d'où l'importance de vraiment savoir ce qu'on veut faire, le métier qu'on aimerait ou bien le côté professionnel, l'orientation professionnelle. Là, je reviens sur la définition de l'orientation scolaire et professionnelle. L'orientation scolaire et professionnelle, c'est trouver sa voie professionnelle, c'est trouver son métier d'avenir, son chemin de vie. D'accord. Et monsieur Henri, je vais vous poser la même question. Est-ce que c'est important l'orientation scolaire? Ok, merci pour la question. Je ne peux, et c'est la seule réponse que je peux donner, c'est que l'orientation scolaire est nécessaire, important et nécessaire. Parce qu'il faut être assez précis et sur ce que l'on veut faire et sur les méthodes à adopter pour y arriver. Donc l'orientation scolaire pour les étudiants d'aujourd'hui, c'est important parce qu'il faut savoir là où on va. On l'a déjà dit sur ce plateau, il faut savoir là où on va. Lorsque vous avez, disons, un point à atteindre, lorsque vous ne savez pas quelle direction prendre, vous allez passer par des détours. Alors que lorsque vous savez personnellement là où vous allez, vous ne passez pas par 4 chemins. Vous allez directement dans les filières, dans les séries qui vous permettent d'atteindre votre but. On a parlé ici tout à l'heure d'un élève qui va en A4 parce que voilà, il se dit que bon, il peut le faire, bon, il va le faire et puis bon, parce qu'il croit que la D est difficile, il va aller faire la A4. Non, ce n'est pas cela. Il faut d'abord se connaître, comme on l'a dit, c'est se connaître et savoir, ok, bon, dans quoi je suis fort? Est-ce que c'est en mathématiques? Est-ce que c'est en physique? Est-ce que c'est en français? Il y a des personnes qui sont nulles en maths, nulles en physique, mais plutôt très puissants en langue, que ce soit en anglais, en allemand ou en français. C'est un don, en fait. On ne peut pas ignorer ce que Dieu nous a donné. Il y a d'autres, ils ne connaissent rien, ni à la mathématique, ni à la langue, mais ils sont doués quand il s'agit de techniques, de choses techniques, de fabriquer des choses, ou de faire, je ne sais pas, de faire des constructions. C'est mieux pour eux de savoir que voilà, vu que je suis doué dans ceci, c'est ce que je vais faire. D'où l'orientation est importante. Et certains aujourd'hui, le pourquoi c'est important, c'est que les gens ne le savent pas. Il faut qu'on le leur dise. Qu'on dise, ok, aujourd'hui, c'est mieux de connaître
là où on va, c'est mieux de savoir par où passer pour arriver à ce qu'on sait le mieux faire. Parce que ce n'est pas une histoire de « Ok, j'ai vu à la télévision, celui-ci fait ça. Moi aussi, je veux faire ça plus tard. » Que forcément, c'est ce qu'on peut faire. Non, il faudrait quand même que chacun sache que voilà, moi, je suis moi. Je maîtrise, depuis l'enfance, je m'amuse avec de la terre à fabriquer du ciment, à fabriquer des maisons. Ah, je crois que je serais mieux en architecture, par exemple. C'est assez catégorique, oui, mais il faut suivre sa voie. Il faut suivre sa voie. C'est même dans ce cadre-là que nous organisons. Un enfant peut-il suivre sa voie? Lui, il est petit, il ne maîtrise rien. Comment peut-il alors suivre sa propre voie? Merci pour la question. Pour un enfant, c'est quand même simple parce qu'il faut l'accompagnement des parents. Il faut que les parents observent l'enfant. Il faut que les parents regardent et essayent de comprendre leurs enfants. Vous savez que la pauvreté empêche les parents à avoir un œil regardant dans l'éducation de leur enfant, parce que le papa est soucieux de ce que la famille aura à manger, et la maman également, elle est soucieuse de ce que va manger les enfants, etc. Et est-ce que dans une telle condition, est-ce qu'on peut avoir la tête tranquille de pouvoir suivre de près son enfant pour qu'il puisse vraiment gravir les échelons? Sur cette question, je crois que c'est vrai. C'est difficile de suivre son enfant dans ces conditions. Mais il faudrait faire un effort parce que c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. L'avenir de l'enfant et de la famille. Puisque nous sommes en Afrique, il ne faut pas oublier que la famille est importante. Et donc, si la famille est importante, il faut suivre vraiment son enfant parce que sa réussite fait la réussite de la famille. Alors, même si on est pauvre, même si on n'a pas de quoi nourrir ses enfants, la priorité c'est l'éducation de l'enfant. Donc, si l'enfant, vous voulez lui donner une bonne éducation, la première des choses c'est de le suivre et de voir ce qu'il aime. Parce qu'on ne peut pas dire, ok, va à l'école, apprends comme tes amis, tes camarades, et bon, advienne que pourra. Non. C'est au moins de pouvoir le suivre. Ok, qu'est-ce qu'il aime depuis l'enfance? Quand il s'amuse, quand il va avec ses camarades, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se concentrer là-dessus. Les parents doivent se concentrer là-dessus. Et après avoir déterminé, bon, ok, l'enfant, il aime ci, il aime ça. Il y a des enfants très petits, ils sont prédisposés à la mathématique. Lorsque vous lui dites, ok, vous lui remettez 1000 francs à son bazar, avec son âge, vous lui remettez 10 000 francs d'aller payer quelque chose, il revient avec la monnaie intégrale. Et quand il manque, il peut même dire, ok, maman, ils ont oublié 50 francs. Ça, c'est un enfant qui est prédisposé à la mathématique. L'orienter, voilà. Quelqu'un qu'on doit orienter vers la comptabilité ou vers les mathématiques, les sciences. D'accord. Oui. Il y a aussi le problème, non seulement il y a la pauvreté, il y a le fait qu'il n'y a pas les informations sur les différents métiers. Ici, nous sommes, je veux dire, les métiers que nous connaissons, c'est l'enseignement, l'armée et la médecine, la majorité de... Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là que peut-être nous devons accentuer. Le fait de donner les informations sur les différents métiers qui existent, les différentes filières qui existent, et afin que les jeunes puissent encore aller plus creuser. Nous on peut dire, bon, il y a le métier de comptabilité, si tu fais la technique ou bien si tu fais la D, tu peux faire tel. Alors l'enfant, lui, il ira voir tous les réalités de ce métier-là, si ça match avec lui, sa personnalité ou ses capacités à lui. Et aussi, je veux aussi revenir sur un côté. C'est vrai qu'avec la pauvreté, les parents n'ont pas le temps de suivre les enfants. Et comme l'a dit mon frère, c'est très important. Même avec la pauvreté, il faut accorder juste un petit temps pour voir. Je pense que avec la pauvreté, on arrive à voir les jeux que l'enfant fait. Oui. Dans ces jeux, il y a des signes qui sont là. Et accompagner l'enfant avec ça, c'est pas tous les jours venir voir, non. Juste quand l'enfant joue régulièrement, à un moment donné, notre attention tombe sur quelque chose. Et à part ça,
l'enfant, toi l'enfant qui a grandi, qui a été au collège, au lycée, c'est le temps de se mettre au monde soi-même. Je veux dire l'élève, lui. Il faut se mettre soi-même au monde. Quand les parents vous mettent au monde, vous se mettez au monde. C'est être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut que l'enfant et l'élève deviennent conscients. Oui. Conscients de la réalité, non seulement des parents, de sa réalité à lui. Pourquoi je viens à l'école? Qu'est-ce que je peux faire? Se poser tellement, en se posant des questions, il pourra peut-être trouver une idée de quelque chose qu'il peut faire pour soit aider ses parents ou soit lui-même se prendre en charge. Et ça, à ce moment, il va pousser des curiosités. Au fur et à mesure que tu débutes quelque chose, il y a la curiosité qui vient de toujours continuer de vouloir toujours connaître l'issue. Oui. Donc, au fur et à mesure que l'enfant fait des recherches, à un moment donné, il va retrouver sa voie. D'accord. Vous êtes coach. Sur quels critères vous basez pour procéder à l'orientation des apprenants? Voilà. Merci pour cette question-là. Je vous en prie. Les paramètres sur lesquels moi je me base le plus, c'est les questionnaires d'intérêt. Questionnaire d'intérêt. Oui. Il y a les questionnaires d'intérêt, par exemple, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu peux faire? Et comme je le dis, qu'est-ce que tu peux faire même quand c'est-à-dire quand on ne te paye pas? Ou qu'est-ce que tu peux faire? Mais si on ne paye pas, non, attendez. La personne n'est pas payée, c'est plus un travail. Non, en fait, qu'est-ce que tu peux faire sans, parce qu'un entrepreneur, oui. Au début, il n'est pas payé. Oui, par exemple. Qu'est-ce que tu peux faire même avec les obstacles? Même quand on vient te mettre la route, tu peux toujours tenir bon. Être déterminé. Être déterminé à toujours continuer. Qu'est-ce que tu peux faire? Oui. Voilà, c'est sur ces exemples de questions, sur les tests de personnalité. Oui. Il y a des tests de personnalité qui permettent de savoir si on est une personne introvertie ou extravertie. Il y a aussi les tests psychologiques. Mais ça, je le fais avec des amis psychologues. C'est plus eux, parce que moi, je n'ai pas fait la psychologie. Donc, c'est pas mon domaine, je ne vais pas me l'approprier. Donc, je permets à mes amis de soit me donner des questionnaires psychologiques, ou soit eux-mêmes, ils participent à l'entretien avec l'élève. D'accord. Et si un apprenant intéressé par ce que vous venez de dire, parce que dans votre présentation, vous avez fait la DRH et aimerait faire le travail que vous faites aujourd'hui, comment ce dernier va-t-il se prendre? La gestion des ressources humaines. Oui. Pour faire la gestion des ressources humaines, il faut être une personne extravertie, c'est-à-dire une personne qui aime le contact des autres. Oui. Être une personne communicative. Aimer la communication. Aimer la communication. Parce que dans la gestion des ressources humaines, tu dois tout le temps communiquer avec les autres. Et quelle qualité encore? En fait, tout ça, c'est la personnalité dans les. Parce qu'un téléspectateur actuellement pourrait, devant son écran, dire ce que madame dit. Voilà, elle m'impressionne par ses interventions. Et elle explique bien les choses. Donc, moi aussi, je vais devenir comme elle. Oui, c'est de ça il s'agit d'ailleurs. C'est pour cela que nous sommes ici et nous parlons, nous nous adressons à ceux qui nous regardent de loin. Voilà. En fait, la base, c'est trouver ce qu'on aime. Si on aime la communication, on va aimer. Il y a d'autres métiers qui viennent autour de la communication. Et je reviens à la gestion des ressources humaines. Oui. Être extraverti, être une personne... le mot m'échappe vraiment, c'est... Bon, je sais pas. Quelqu'un... Parce que moi, c'est une passion, c'est devenu une passion. De base, ce n'était pas ça que je devais faire. Moi, je devais faire la communication. Mais j'ai raté l'entrée à l'école de communication et donc je me suis retournée vers la GRH. Et je vous donne ce qu'un GRH fait. L'exemple d'un GRH. Oui, ça aussi c'est bien. Voilà, qui permet, si tu peux te retrouver, un GRH recrute des personnels d'une entreprise. Il
participe à la paye des salariés. Lorsque les salariés ont des soucis, c'est vers le gérage qu'ils vont. Et quand, bon, le mauvais côté de la gérage, c'est que tu signes les démissions. Ah bon? C'est vous qui signez les démissions, c'est ça? Oui, souvent les patrons n'aiment pas faire le sale boulot, donc c'est le gérage qui le fait. Donc voilà, et il fait le recrutement d'un personnel, c'est-à-dire tu dois vous recruter avec, voilà. Et vous renvoyer. Bon, soyons clairs. C'est pas la principale. Oui, vous recrutez et vous avez cette capacité. Je regrette d'avoir dit ça. Oui, c'est bon. Chers téléspectateurs, vous savez que madame, dans son intervention tout à l'heure, elle dit, oui, elles ont cette capacité de recruter et elles ont également la même capacité de renvoyer. Alors, madame, bon, vous pouvez parler. Voilà. En tout cas, je regrette d'avoir dit de renvoyer parce que c'est bien. C'est pas le rôle principal. Ça fait du bien à nos téléspectateurs. D'un gérage. Et le gérage, il a c'est là où il a l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, plusieurs personnalités en fait. Et il y a ce côté passionnant. On apprend toujours d'une personne. Et quand le fait d'être en contact avec une personne, il y a, je sais pas, il y a ce plaisir-là que, en fait, on se sent pas seul. On se sent pas seul. On découvre à chaque fois. Si on est quelqu'un qui aime découvrir, en tout cas le métier de gérage, ça passe. Et dans la gestion des ressources humaines, il y a aussi la psychologie. Si tu es intéressé par la psychologie aussi, c'est un métier que tu peux faire. Voilà un peu brièvement le métier de gérard. En tout cas, c'est très vague le métier. Merci pour ce travail que vous venez de faire pour nous, parce que vous avez donné plus de détails sur votre domaine d'activité. Voilà, nous aimons ça aussi dans ce palais. Et monsieur Soussou, je vais vous poser la même question parce que à l'EMDI de Togo, vous faites l'orientation scolaire et professionnelle, vous êtes dans ça, vous travaillez avec les étudiants, les apprenants, les élèves, les professionnels, etc. Et sur quels critères chez vous, là-bas, vous vous basez pour faire ce travail? Bon, pour répondre à cette question, je ne suis pas spécialiste de l'orientation scolaire. Alors, chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Notre travail, c'est d'aller vers les personnes qui maîtrisent, d'aller vers les personnes qui maîtrisent le domaine, les psychologues, les coachs en orientation scolaire, de tout faire pour les convaincre de passer gratuitement cette formation ou ce programme-là à l'élève H qui s'inscrit. Et c'est vraiment ce que nous voulons en fait, parce que l'orientation aujourd'hui est payante. Lorsque vous voulez vous orienter, que vous voulez faire appel à un spécialiste, il est payé de l'heure ou peut-être même de la séance. Donc c'est un peu ce que nous voulons faire, IMDI Togo veut faire, afin de rassembler les élèves au même endroit, les élèves, les étudiants au même endroit, afin de leur donner cela, assez gratuitement. Et là, si on va parler des critères, nous laissons les spécialistes se contenter, voilà, d'établir ces critères-là et maintenant de procéder à... Oui, très souvent, nous constatons, pour procéder à l'orientation, ce que font les directeurs d'école, les coachs de développement personnel ou bien développement qui sont experts dans le développement personnel, scolaire, etc. ou bien professionnel. Ces gens-là demandent aux apprenants d'apporter le bulletin, d'apporter le relevé. Et oui, est-ce que vous faites également ce travail dans votre associateur, à votre niveau là-bas? C'est ce que nous voudrions savoir. Soit je vais poser la question là à madame, puisque elle est coach scolaire. Oui, mais monsieur Henri, parlez d'abord. D'accord. Par rapport à votre question là maintenant, je crois que c'est un peu plus clair, le contexte est bien situé.
dans notre organisation, en fait, même à l'entrée, tous ceux qui veulent faire partie de l'organisation, c'est assez simple parce que on profite en même temps pour orienter chacun dans son domaine son domaine, disons, voilà, normal. Les bulletins, oui, sont nécessaires. Alors, on vérifie vraiment si vraiment il aime une matière, voilà, on lui pose la question. Je peux ne pas aimer une matière et avoir de moyenne là-dedans. Oui, cela c'est bien. Et c'est là où nous en venons, où l'on peut aimer une matière et ne pas avoir aussi une bonne note. Oui. Ça aussi, c'est un peu... Cela m'a même arrivé. Voilà. Il y a certaines matières que moi-même j'aime, mais lors de certains concours, lors de certains examens, je n'ai pas eu la moyenne là-dedans, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, je fais bien ces matières. Voilà, c'est quand même un peu ça, oui. Vous avez raison. Le problème, ce n'est pas que vous disons, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Le problème, c'est de faire la corrélation entre le fait que vous aimez et le fait que vous ayez une bonne note. C'est assez... Aujourd'hui, nous comprenons les études, ou bien aller à l'école comme avoir de bonnes notes. Est-ce que c'est de ça il s'agit? Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, moi, je crois que ce n'est pas vraiment le diplôme qui fait, disons, la personne que vous devenez, non. Mais c'est une sorte d'orientation. C'est le fait d'avoir ce diplôme-là qui vous permet peut-être de pouvoir vous mettre à un poste ou de pouvoir être recruté. Donc, ce que moi je peux dire par rapport à cela, lorsque je parle des bulletins, c'est que le fait d'observer les notes de l'étudiant nous montre en fait qu'est-ce qu'il arrive à bien faire à l'école, qu'est-ce qu'il ne peut pas bien faire. Je vais poser la même question à madame. Et vous prenez les bulletins, vous prenez les relevés, puis paf. Les bulletins, c'est plus les professionnels de l'orientation, c'est-à-dire les conseillers d'orientation qui utilisent ça. Et ils peuvent diagnostiquer l'élève à base de son bulletin. Alors que le bulletin ne reflète pas tout. Le bulletin ne reflète pas tout, c'est-à-dire la personne, il a la capacité de pouvoir faire une matière et l'amour de cette matière-là. Vous allez voir quelqu'un, comme vous venez de dire, quelqu'un qui aime une matière mais n'arrive pas à avoir de bonnes notes dans cette matière. C'est pas qu'elle n'aime pas, mais elle ne peut pas. Il y a cette capacité. Peut-être que si la personne sait où il va se dire je vais m'efforcer. Et s'il sait qu'il est capable de s'efforcer dans cette matière, alors là, on peut lui dire ok, par exemple, quelqu'un qui n'est pas bon en maths, mais qui veut devenir médecin, on lui dit ah, si tu ne fais pas la maths, c'est ça. Mais il est conscient que s'il se met, il peut faire la maths. Là, on peut lui dire bon, tu peux faire, mais avec les personnes qui se basent sur le bulletin, ils disent non, tu n'es pas bon en maths, tu n'es pas bon en maths. D'accord. Quelles sont donc les conséquences d'une mauvaise orientation scolaire? Les conséquences d'une mauvaise orientation, c'est clair, c'est de la désorientation, c'est-à-dire le chômage. Parce que souvent une personne je prends l'exemple de notre contexte là, où nous allons à l'école parce qu'on nous dit d'aller à l'école. Et nous faisons des séries parce qu'on nous dit de prendre telle série. Pour un papa médecin qui veut par exemple que son fils devienne médecin, l'enfant ira à l'école, il va aller à l'école de médecine, il va sortir. Mais lorsqu'il va vouloir faire son métier, exercer son métier, il y aura de la nonchalance. Il ne va pas le faire avec amour. Il va en fait bafouer certains principes. Il ne va pas appliquer tous les principes du travail. Et il va aller au travail parce qu'il faut aller et non parce qu'il veut aller à ce travail-là. Donc il peut causer d'autres situations. Et je suis toujours dans l'exemple d'un médecin qui, bon, parce qu'il n'aime pas son métier, bon, il va au service. À un moment donné, il est fatigué. Même quand un malade va venir se plaindre, oh, moi je suis fatigué. Ouais, mais quand quelqu'un a l'amour du service, il y a certaines personnes, ils aiment servir. Et cette personne-là se retrouve dans la médecine.
même quand il est en pause, en train de manger, qu'il voit un malade, il va laisser sa nourriture pour aller secourir ce malade-là. Voilà. Et maintenant, quelqu'un qui, je prends encore l'exemple de quelqu'un qui fait bien la maths, mais qui peut-être parce que ses amis ont pris la série A4, ou peut-être qui pense que la série A4 est plus facile, qu'il peut vite aller, et qui se oriente au niveau de la série A4. Maintenant, lorsqu'il a le bac, d'abord, il y aura des étapes, parce que rien n'est garanti qu'il peut maîtriser les séries littéraires. Et à l'avant, lorsqu'il a son bac, il fait face à la réalité qui est que il ne peut pas faire certaines matières, certaines filières au campus. Il se retrouve peut-être à faire l'histoire, géo, langue, tout ça. Mais lui, il n'était pas prédestiné à ce genre de filière, par exemple. Bon, soit il va s'inscrire juste au hasard et il va au campus pour le wifi. C'est bon. D'accord, le temps qui nous est accordé tend déjà vers la fin. Merci à vous tous qui nous suivez tous les mercredis. Merci à nos techniciens et collaborateurs. Merci à vous, nos invités. Et on dit souvent les femmes d'abord, je le disais tantôt. Et madame, votre mot de la fin. Ah non, mais c'est révolu maintenant. Hein. Je dois toujours. Merci à vous pour l'invitation. Et ça a été vraiment un plaisir d'échanger. Surtout moi, l'orientation, c'est vraiment ma passion. Donc je peux prendre tout le temps qu'il faut. Oui, et donc, ça se fait boire. Ça se fait boire. Donc merci à vous et merci aux téléspectateurs. Et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est vraiment. Je viens de découvrir et je suis vraiment. Ça a un plaisir. Je vais m'abonner dès que j'ai. Oui, nous avons une chaîne satellitaire et nous avons aussi notre chaîne YouTube. Sur les deux chaînes se passent toutes nos émissions, tous nos programmes ici à la CCTV. Et Monsieur Soso, votre mot de la fin également. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci aux très chers téléspectateurs qui nous suivent. Aux élèves et aux étudiants. Mon mot de la fin, c'est d'abord de vous inciter à vous diriger vers les spécialistes de l'orientation et vraiment de savoir là où vous allez. Donnez-nous très rapidement votre contact pour le programme que vous avez par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle à l'IMD Togo. Avant, je peux placer un mot. Oui, placer. À l'événement de Indi Togo, j'y serai. Et aussi, nous allons parler du projet professionnel. Le projet professionnel, ça, tout élève, que ce soit au collège ou au lycée, doit l'avoir afin de garantir son avenir professionnel. D'accord. Et votre contact? Si vous voulez vous inscrire, il suffit d'envoyer un message, nom et prénom, au numéro 93 59 15 09 ou au numéro Move 98 85 21 81. Voilà, merci. Juste par SMS. Ok, j'espère que les téléspectateurs ont quand même noté les deux numéros que vous venez de donner. Et là, nous sommes donc talonnés par le temps. Pour rappel du thème de ce rendez-vous éducatif, c'est ce qu'il faut comprendre de l'orientation scolaire. Et voilà, c'est le thème qui a été au centre de nos discussions cet après-midi. Nous sommes ceux que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. C'est avec cette déclaration positive que nous formons les portes et fenêtres de ce palais. Très belle suite de soirée à vous. Soyez toujours branchés sur cette chaîne que je nomme la JCTV, la télévision juridico-chrétienne, pour suivre nos différents programmes. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.